C'est justement là le thème de notre soirée, notre conférence, l'éthique aujourd'hui, entre théorie et pratique. Comment expliquer ce décalage entre de si belles théories et des pratiques largement perfectibles? Le CIL est profondément convaincu qu'un retour au texte fondateur de l'islam, que sont le Coran et la Sunna, ajouté aux spécialistes de questions très spécifiques contemporaines, telles que l'éducation, l'environnement, l'alimentation ou bien les arts, permet de trouver des solutions précises et concrètes, mais pour toute l'humanité dans son ensemble. Mais dans le même temps, le centre est profondément convaincu que l'éthique n'est pas la propriété exclusive des musulmans. Comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq, que l'on peut traduire par je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement, la bonne conduite, la bonne morale. Donc l'éthique peut être partout. Ainsi, lors des conférences, des séminaires et tous les travaux qui sont menés au centre, les savants des textes de l'islam travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes du contexte sur ces questions centrales. Et ce, quelle que soit leur foi, ils ont une expertise à apporter au monde, et nous sommes convaincus que le monde doit donc en bénéficier. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'assister à une discussion au sommet entre deux grands philosophes. C'est avec un plaisir et un bonheur incommensurable que nous accueillons ce soir avec nous M. Edgar Morin, philosophe, sociologue de renom, auteur de l'ouvrage La Voix, qui est de loin une référence éthique, ami éternel de feu Stéphane Hessel, avec qui il co-signa Le chemin de l'espérance, figure vivante de l'éthique, selon nous, de par ses nombreuses prises de position courageuses, droites et sans condition, notamment pour la Palestine et pour tous les peuples opprimés dans le monde où qu'ils soient. Afin de discuter avec lui ce soir, Tariq Ramadan, directeur du centre, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Il est également professeur invité à la faculté des sciences islamiques du Qatar. Sans plus attendre, messieurs, je vous laisse la parole. J'aimerais commencer notre débat, mais avant ceci, j'aimerais infiniment remercier l'organisation de cette rencontre. Elle n'aurait pas été possible sans Cheikh Hamza ici présent, que nous remercions pour sa présence, pour WISE également, puisque le sommet mondial pour l'innovation et l'éducation Edgar Morin, et de cela nous devons remercier et l'organisation de ce sommet mondial et en même temps Edgar Morin lui-même qui est là, et pour ceux qui ne sont pas de langue française au départ, ou même de langue espagnole, puisque c'est dans les deux langues véritablement que Edgar Morin, au-delà du fait qu'il est reconnu internationalement, a une audience et une popularité immense, et beaucoup ne se rendent pas compte de son impact et de la qualité de sa contribution. Et pour cela, j'aimerais le remercier, malgré des difficultés de santé, d'avoir fait un effort magistral pour être avec nous. Et depuis que nous nous connaissons et depuis que nous avons travaillé ensemble, non seulement quand j'étais jeune, ça il ne le savait pas, mais je lui l'ai dit quand je l'ai rencontré la première fois, il a été une de mes références sur la question des problématiques liées à la philosophie, à l'éthique et à la question de la complexité sur laquelle il s'est beaucoup penché. Mais ensuite, en le rencontrant et en travaillant avec lui, c'est devenu la parfaite traduction de ce que l'on connaît dans ce que l'on a trouvé au moment où Ibn Qayyim al-Jawzi interprète le hadith du prophète salam quand il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'est pas croyant, il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Il disait l'ukhuwa al-insaniya, c'est la mention de la fraternité humaine.
Et c'est aujourd'hui, avec un frère en humanité et quelqu'un pour lequel j'ai un profond respect, que je suis assis pour ouvrir cette discussion sur l'éthique. Alors, je vais lancer le propos et comme nous l'avons décidé avec Edgar, il répondra, ajoutera, complétera et puis nous aurons ensuite une discussion avec la salle. Mais nous parlons de l'éthique et nous parlons de la relation entre l'éthique et de la perspective théorique à la question pratique. Et donc ici, de là où nous nous trouvons, on parle toujours de l'éthique d'un point de vue. Et c'est vrai que dans la tradition musulmane, le centre, tel que l'a dit Badi à l'instant, toute la réflexion du centre, c'était de se dire comment se fait-il que pendant des dizaines d'années, et en particulier à partir du 19e siècle, mais c'est une longue tradition, elle commence au 13e, 14e siècle, elle commence même à l'origine de l'islam, on est un concept que l'on revendique et dont on a raison de parler, que l'on a raison de revendiquer, que celui de l'ijtihad, qui est le raisonnement sur les textes, et qui a pour fonction, cet ijtihad, d'apporter des réponses quand le texte coranique ou quand les traditions prophétiques sont soit pas définitifs quant à leur contenu, pas complètes quant à la question contemporaine, ou silencieux. Et donc, c'est la porte ouverte, l'acceptation que l'on comprend en islam comme une bénédiction. Quand il est dit dans le hadith du prophète, Sakata an ashyan bighayri nisyan rahmatan bikum. C'est-à-dire que Dieu s'est tu sur un certain nombre de questions sans qu'il ait oublié, mais comme une bénédiction. Comme une bénédiction pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans le texte soit des silences, soit des espaces d'interprétation qui doivent permettre à l'intelligence humaine de développer des réponses pour des questions contemporaines. Comment se fait-il qu'avec cette notion centrale, la pensée musulmane contemporaine soit sur un certain nombre de questions dans la défensive et non pas dans la contribution? Ce qu'elle fut hier historiquement, à savoir une pensée qui a promu les sciences, qui a promu les arts, qui a promu l'architecture, qui a promu tout cet univers, tout à coup, et depuis un certain nombre de siècles, elle est en retrait et on apporte des réponses qui sont des réponses vraiment de réforme, c'est vrai. Personne ne peut nier le fait que la pensée musulmane contemporaine se développe avec des fatwas, des opinions légales qui sont nouvelles. Mais la nouveauté de la règle ne permet pas encore de changer le réel. C'est-à-dire que c'est une règle pour s'adapter au réel, mais pas forcément changer le réel. Et la question de l'éthique, elle est celle-ci. Elle est non pas de savoir comment on accepte le réel et on se tait en cherchant des règles qui nous permettent de nous adapter, mais comment à partir des valeurs, comment à partir des finalités, on change le réel pour le meilleur. Et c'est exactement ce que Edgar Morin fait dans son ouvrage, qui est un ouvrage de synthèse, qui s'appelle La Voie. La voie, c'est comment penser un certain nombre de finalités, un certain nombre de principes pour changer le monde pour le meilleur, c'est-à-dire comprendre le monde et le changer et le transformer. Dans la tradition musulmane, ça c'est aussi vieux que la tradition musulmane. C'est-à-dire que notre compréhension de l'islam, c'est pas soyez des musulmans dans l'isolement, mais soyez des musulmans dans la participation à la transformation du monde. Comment se fait-il que nous en soyons là? Et donc là, on a un certain nombre de problèmes. Et moi, j'aimerais aborder 4 éléments, parce qu'on ne peut pas tout aborder. L'éthique, aujourd'hui, c'est phénoménal. Et comme ce matin, à Wise, Edgar Morin a fait une réflexion, sur les questions d'éducation. C'est essentiel qu'on parle de ça, parce que l'éducation est centrale sur la question de l'éthique, parce que l'éducation, elle est censée nous donner les moyens de notre autonomie. Un homme éduqué est un homme qui devrait être autonome, c'est-à-dire qu'il a les moyens d'agir dans le monde et de trouver sa voie dans le monde, de connaître les finalités, d'avoir les instruments de son autonomie et de pouvoir agir sur le monde. Donc c'est une question essentielle et Edgar Morin est de ceux qui ont été les plus profonds critiques de nos systèmes d'éducation actuels, en disant nous offrons à nos enfants les moyens de leur fonctionnalité, non pas le moyen de leur indépendance, c'est de la personne humaine, de comprendre le monde et le changer.
Donc ça m'amène de là où je suis à poser des questions qui sont essentielles mais qui sont transversales. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons un problème entre ce qu'on appelle dans la tradition musulmane et le usul, les fondamentaux, et le qiyam, c'est-à-dire les valeurs, et puis l'ahkam, c'est-à-dire les règles. On a un problème, on a des tensions. Et nous sommes devenus une civilisation, malheureusement, toute société confondue, qui pense protéger le message en insistant sur les règles. C'est-à-dire une insistance sur l'ahkam, sur les règles, sur le fiqh, en pensant que c'est par là qu'on protège le message. Donc, surdétermination des règles, mais avec une chose qui est claire, et qu'on a vu dans notre centre, dans tous les débats que nous avons, on s'est rendu compte d'une chose, si nous ne lions pas la règle et la finalité, nous perdons la finalité et nous sommes obsédés par la règle. De l'autre côté, quand on entend Edgar Morin, en Occident, qu'est-ce qu'on voit? Un univers qui surdétermine des libertés dans l'instant, pas en mettant en évidence que pour l'homme, il faut se libérer des règles, mais à force de se libérer des règles et être dans l'immédiat, ce que Edgar Morin dit, c'est que nous perdons les finalités. Nous sommes dans deux civilisations, l'une surdéterminant les règles, l'autre minimisant la notion de règle, la notion d'éthique, et finalement, dans les deux cas, nous avons un vrai problème de finalité. Quelles sont les finalités sur lesquelles nous avons à ouvrir ces débats? Le monde, la globalisation, a fait en sorte que s'il y a une chose que nous partageons, toutes civilisations confondues, c'est l'amoindrissement des finalités. Je parle de grande civilisation parce que ce n'est pas vrai dans ce que protéger la finalité du local dans un monde qui perturbe le tout à partir du global. C'est une question éthique fondamentale. Donc on peut la poser théoriquement, maintenant comment on fait? Et moi j'ai 4 domaines sur lesquels j'aimerais en même temps qu'on puisse discuter, et je me tairai ensuite. Le premier, c'est celui de l'éducation. Parce que c'est le sujet du jour et parce que je pense que c'est finalement l'élément fondamental. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est 2 choses par rapport à l'éducation. Le grand problème que nous avons, c'est les contenus de l'éducation. Et en fait, la vraie question qu'a posée ce matin Edgar Morin, de façon simple, mais en même temps elle est complexe, la simplicité de la question montre la complexité du sujet, c'est de dire, en fait, quel est l'objectif et la finalité de notre éducation? Qu'est-ce que nous essayons de faire? Quel type d'homme éduqué voulons-nous dans nos sociétés? Fonctionnel, gagnant de l'argent, travaillant dans le monde tel qu'il est, ou autonome, conscient, changeant le monde pour ce qu'il devrait être? Est-ce que nous donnons à nos enfants la compréhension du monde? Il y a une chose qui est... Mais c'est élémentaire. Edgar Morin parlait aujourd'hui, par exemple, de enseigner la connaissance de la connaissance. D'ailleurs, la dimension historique aussi est de la connaissance, est de l'histoire, de la mémoire des hommes. Aujourd'hui, dans tous les systèmes, ici, dans le monde, au Moyen-Orient, comme dans les sociétés les plus avancées en termes industriels ou en termes de développement, ben nous nous apercevons que nous avons un vrai problème sur, par exemple, l'enseignement de l'histoire. En Occident, il y a une déperdition de la question de l'histoire. Et la question de l'histoire, elle pose la question de l'éthique, parce que c'est aussi dans l'histoire qu'on apprend les valeurs. Les valeurs de ce que c'est qu'un être humain, les valeurs qui ont été trahies dans le passé. Et le deuxième élément qui saute aux yeux, c'est l'enseignement du civisme, c'est-à-dire la connexion entre l'école et la société, l'école et la cité, l'école en tant qu'individu et le citoyen. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème sur comment développer ça, et comment enseigner ces valeurs, et comment enseigner cette éthique. Finalement, Edgar Morin, de ce que je lis, appelle à une réforme radicale des systèmes scolaires, parce qu'il pointe du doigt le fait que l'éducation aujourd'hui est une éducation qui pense ses structures, mais qui ne révolutionne pas son contenu. Et il y avait un sondage ce matin d'ailleurs, 85% des personnes sondées pour WISE disaient qu'il fallait revoir l'ensemble du système scolaire. Et celui qui présentait disait ben, vous avez affaire à des révolutionnaires. En théorie, comment on passe ceci? Et d'ailleurs, quelqu'un l'a tellement bien compris qu'il a interpellé Edgar Morin et lui dit en France, comment vous faites? Et la réponse a été ben, en France, on est obligé de constater qu'il y a une vraie résistance à ces changements. Il y a des opérations marginales. Première question. Deuxième question, très rapidement, j'aborde 4 éléments où je pense que nous avons à faire ce travail. Et d'un point de vue des sociétés majoritairement musulmanes,
il faudra bien qu'on se pose cette question-là. Est-ce que le but, c'est d'emprunter des systèmes scolaires à des civilisations qui sont en avance économiquement, ou est-ce qu'il s'agit de tirer le meilleur des systèmes et de les adapter à la réalité? D'avoir une discussion même avec Georgetown University. Quel est le but? Quel est le type de contenu de l'enseignement? Qu'est-ce que l'on cherche? On ne peut pas avoir une éducation qui a un fondement éthique ici si on ne tient pas compte de la culture, ici des réalités, ici de la psychologie collective, ici. Et le problème, c'est que nous avons réduit l'enseignement à des structures, à des réformes structurelles et non pas à des reconsidérations de contenu d'enseignement. Deuxième élément, et ça c'est une question qui est fondamentale. Il fut un temps où dans la pensée musulmane, au nom même de sa foi, on encourageait le savoir. Parce qu'on n'avait pas peur de savoir, puisqu'on avait une loi profonde. Et plus on savait, mieux on croyait. Aujourd'hui, le monde musulman est paralysé quant à la créativité scientifique, à ce qui est le mot de l'innovation. Même le mot innovation, on a peur. Parce que c'est Tada, Bed'a, on a tout de suite attention. Même avec le mot innovation. Or, la notion scientifique, elle est déterminante ici. Et dans le livre les livres, pas seulement la voix, mais les livres, la question des savoirs, où on a un vrai défi. Aujourd'hui, dans le monde majoritairement musulman, on aimerait importer le savoir sans avoir compris que le plus grand défi en Occident aujourd'hui, c'est pas les savoirs, c'est la fragmentation des savoirs. C'est le fait que les savoirs ne sont plus connectés, qu'on n'a plus du tout de perception globale. Et qu'aujourd'hui, on demande aux savants, il faudra de venir répondre à des questions spécifiques de détail sans se rendre compte que le problème, ce n'est pas le détail, c'est la vision globale. Qu'en répondant au détail, on confirme la fragmentation. Et qu'en confirmant la fragmentation, on ne peut plus avoir de conscience des finalités. En fait, l'ordre du savoir a rendu quelque chose qui était le plus grand danger, que Rabelais, un penseur français, disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais spécialisation sans conscience du tout est ruine du projet scientifique. » C'est ça qu'on est en train d'installer. Et nous, on importe ceci dans les sociétés qui veulent, et on se dit, ben, on est au point. On va parler de bioéthique, on va parler de l'éthique, mais l'éthique doit penser le global, elle ne peut pas se suffire de la réponse appliquée au détail. On a eu une séance, juste pour vous dire, une séance en bioéthique, et on a le professeur qui s'occupe de la bioéthique ici. On a eu une séance, à un moment donné, un savant musulman arrête tout dans la discussion et dit, attendez, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la santé. Parce qu'à force de donner des avis juridiques sur le détail de l'organe, on ne sait plus ce que c'est que la personne humaine et la santé. Donc la fragmentation détruit l'éthique parce qu'en fait, en l'implosant, elle en fait perdre le sens. Deuxième élément, la fragmentation des savoirs. Et aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à se poser la question, comment appliquer ceci concrètement aux sciences. Troisième sujet sur lequel on doit aussi discuter et qui parle de l'éthique en tant que telle, qui est un des éléments déterminants, même de la relation qu'on a les uns avec les autres, c'est la question de l'information et des médias. Et dans un débat que j'avais eu avec Edmar Morin, il avait dit une chose qui était très vraie, il avait dit non seulement il faut penser les médias de façon globale, mais il faut penser les médias de façon globale dans la civilisation qui leur donne sens. C'est-à-dire qu'il faut connecter les médias à l'univers de sens. Parce que si on prend que les médias et on regarde les défauts de la structure, on ne se rend pas compte que c'est lié à l'ère de civilisation. C'est lié à une civilisation de l'immédiateté, de la pression des médias. Et aujourd'hui, toute la question qui se pose pour nous, c'est l'éthique dans le journalisme. L'éthique dans l'éthique, se rendre compte qu'un journaliste est un citoyen et qu'il doit y avoir une éthique et que l'éthique, elle est aussi sur les modes de rapport de l'information, puis les finalités aussi de l'information. Or aujourd'hui, les neurosciences nous disent qu'on a trop d'informations qui nous viennent au cerveau pour pouvoir les gérer. Et s'il n'y a pas de la régulation, eh bien, nous perdons même le sens de ce que peut être le fait d'être informé, c'est-à-dire se former et former le monde aussi, transformer le monde. Et donc ça, c'est un autre domaine où trop de moyens tuent les fins. Trop de moyens, communication tue les finalités. On ne sait plus
Quelles sont les finalités? Le dernier élément sur lequel il faut avoir une discussion, c'est la question des pouvoirs. L'éthique appliquée doit s'occuper de la question du pouvoir. Parce que, au bout du compte, la question du pouvoir, c'est le pouvoir politique, bien sûr. Alors, ce matin, Edgar Morin a une discussion, a une question sur la laïcité. Il a mis en évidence, attention, c'est l'espace de l'école où il n'y a pas d'imposition du religieux. Fondamentalement, la question de la sécularisation dans les sociétés occidentales, c'est la séparation des autorités. Dans les traditions musulmanes, la séparation des autorités ne nous pose pas problème fondamentalement. Ce qui nous pose problème, c'est le divorce entre le politique et l'éthique. Ça pose un problème. Mais en fait, ça pose un problème même en Occident aujourd'hui. Parce que ce qui a pris la place du religieux en termes d'imposition de sa dogmatique, c'est aujourd'hui l'économie. C'est-à-dire que les États ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas complètement autonomes. Il y a aujourd'hui des puissances économiques qui décident pour l'État sans que les citoyens puissent dire quoi que ce soit. On est dans une vraie question de quelle est aujourd'hui la réalité de la gestion du pouvoir. L'éthique en économie ou l'éthique en politique sont des vraies questions. Alors s'asseoir en disant je ne veux pas de religieux dans l'étatique, d'accord, mais quel type d'économie voulons-nous dans le religieux? Je vous donne juste un exemple, qui était une des discussions qu'il y a eu en France, qui était en fait une question que posait sur la question de la laïcité, même dans l'entrée dans les écoles, Régis Debray. Il disait, moi je ne veux pas dans les écoles de signes religieux parce que l'école doit être neutre. Il disait, mais je ne veux pas non plus n'importe quel signe qui soit un signe de puissance économique. Donc, toute annonce où il y a Coca-Cola, Nike, pas dans l'école. Pourquoi laisserions-nous rentrer les signes économiques et pas les signes religieux? Quand il y a une cohérence dans ce qu'il dit. En fait, ce qu'il est en train de dire, quel type de citoyen voulons-nous éduquer? Je ne suis pas d'accord, moi, avec le fait qu'il ne faut pas de signes religieux. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on se pose la question du pouvoir économique sur notre citoyenneté. Voilà des questions qui, pour moi, sont centrales et fondamentales et sur lesquelles Edgar Morin a énormément travaillé. Et c'est une question que je me pose de l'intérieur de mon ère de civilisation par rapport à ma culture, par rapport à ma religion, moi, je suis une culture européenne, mais de religion musulmane. Et on a ces questions-là, il faut qu'on les pose, et c'est là où on doit travailler ensemble, parce que finalement, nos finalités sont souvent semblables, même si nos chemins sont différents. Merci, Marie, pour cette introduction qui montre à quel point les problèmes éthiques sont liés à tous les autres problèmes fondamentaux. Et tout d'abord, il y a cette chose qui me semble extrêmement frappante, c'est qu'on a séparé les problèmes de la connaissance des problèmes de l'éthique, du devoir. Et du reste, ce matin, dans mon exposé, je parlais par exemple de la nécessité d'enseigner la compréhension humaine. Enseigner la compréhension humaine, c'est quand même enseigner la relation avec autrui. La relation avec autrui. Pour comprendre autrui, il faut nécessairement avoir un mouvement d'empathie. Sinon, on a une vision absolument froide, objective, et on ne comprend pas, on n'est pas capable de saisir toute la complexité d'autrui. Et pour, disons, pour tout, et disons, ce matin, j'insistais sur l'importance du problème de l'erreur et de l'illusion, d'où l'importance du problème de la connaissance. Alors, là-dessus, on peut dire, mais ça n'a rien à voir avec l'éthique. Et pourtant, peut-être, pour moi, un des plus grands philosophes français, qui s'appelle Pascal, avait dit, travailler à bien penser, voici le premier principe de la morale. C'est paradoxal. C'est paradoxal parce que nous savons qu'en général, une connaissance qui peut être objective, et par exemple la science, la connaissance scientifique moderne,
elle élimine tout jugement éthique et elle élimine tout jugement qui ne soit pas purement